Deux, trois petits mots tout d'abord pour présenter la situation de Rasteau au sein de cette grande et belle vallée du Rhône, hein, dont le vignoble s'étend sur de nombreux kilomètres. Hein. Il commence aux portes de Lyon et puis il s'étire jusque pratiquement les confins de la Méditerranée. Rasteau faisant partie de ces appellations les plus au sud, mais pas la plus au sud, puisque vous pouvez constater qu'il y a deux grandes aires d'appellation. Il y a ce qu'on appelle les côtes du Rhône, que vous voyez ici en vert clair, qui sont des vins d'appellation qui ont la notion de cru. Il y en a 17 aujourd'hui dans la vallée du Rhône. Alors, parmi eux, il y a évidemment le cru Rasteau. On pourrait aussi citer Châteauneuf-du-Pape, on pourrait citer Tavel, et puis au nord, on pourrait citer Côte-Rôtie, Condrieu, Hermitage. Il y a deux vins doux naturels, dont un se trouve à Rasteau, et nous allons le découvrir tout à l'heure, puisqu'il y aura un vin qui nous laissera entrevoir ce style de vin avec mutage, qui est une signature assez particulière. Donc 941 hectares pour la superficie globale, 5 caves coopératives, c'est pas mal, 64 caves particulières, des maisons de négoce, et surtout une appellation dont la certification bio est en train de monter assez fortement. On est à 26%, mais je crois qu'il y a énormément de domaines aussi en conversion, et ça fait partie des axes, on aura probablement l'occasion d'en parler, qui sont des axes de développement de l'appellation. L'appellation qui, elle, est évidemment répartie en différents types de terroirs, et là aussi on va avoir l'occasion d'en parler, avec évidemment des encépagements qui sont adaptés à ces différents types de terroirs, à ces différents types de sols. Voilà, 5 grands types de sols à Rasteau. Et nous aurons aujourd'hui des vins qui vous permettront de découvrir ces subtilités, parce que l'appellation Rasteau est aussi une appellation de complexité, d'assemblage de terroirs, mais aussi, vous allez le voir, d'assemblage de cépages. On va pouvoir peut-être demander à l'un des vice-présidents ou des coprésidents de l'appellation de nous présenter peut-être un peu plus en détail. Moi, je l'ai fait très rapidement. Rasteau aujourd'hui, quels sont ses points forts, puisque c'est une appellation dont on parle de plus en plus, hein, qui s'émancipe, qui a, je pense, beaucoup d'atouts à faire valoir. Alors, comment vous voyez, vous, aujourd'hui, Rasteau ? D'abord, un terroir exceptionnel, avec, vous allez voir, qui nous permet de produire une diversité de vins. Et le marqueur chez nous, c'est le grenache sur ce terroir-là. Voilà ce qui ressort vraiment et ce qui nous a permis aussi, il y a bientôt 80 ans, de faire des vins doux. Alors depuis 2010, l'appellation est passée en cru, on l'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie que de passer en cru ? Pour nous, c'est une reconnaissance du travail des vignerons et des vigneronnes et d'un terroir, et une adaptation de nos vins à ce terroir. Et puis c'est surtout une très grande reconnaissance pour notre travail. Oui, le cru, c'est le haut de la pyramide, voilà. Dans la vallée du Rhône. Hein. Exactement. On est, on va dire, presque au sommet de la pyramide, parce qu'il y a toujours plus haut que nous, mais on tend à s'élever. On a longtemps opposé Rasteau à son frère qui est Kéran, hein, Kéran, Rasteau. Les deux appellations sont assez proches. Alors, quelles sont les différences, en tout cas, qu'est-ce qui vous distingue de votre frère ou de votre voisin ? Il y a des différences, on en a eu plutôt sportivement, parce qu'on était des amateurs de foot et on n'a jamais été très collègues là-dessus. Mais après, au niveau, il y a beaucoup de producteurs de Kéran qui font du Rasteau et l'inverse. Et après, les cépages sont les mêmes. Après, c'est plus le terroir, je pense, qui nous différencie un petit peu. Alors, puisqu'on parle de cépages, le grenache est le cépage majoritaire emblématique de Rasteau, mais on trouve du Mourvèdre, on trouve du Carignan, on trouve de la Syrah, on trouve du Cinsault. Ça fait un certain nombre de combinaisons possibles. Peut-être demander à votre voisin de répondre s'il a un... Oui, tout à fait. Parce que vous travaillez, alors vous êtes coopérateur, hein, donc vous... C'est ça, oui. Vous apportez donc vos raisins à l'une de ces 5 caves coopératives. Disons que j'amène à celle de la commune, hein, qui est la plus historique, donc la cave coopérative de la commune de Rasteau. Si je veux faire une petite présentation rapide, c'est 67 apporteurs. Voilà, c'est pas une énorme cave coopérative non plus.
Et oui, pour répondre après à ce que vous m'avez parlé sur le Grenache, évidemment, d'abord il était sur gobelet depuis très longtemps, hein, pas sur, on va dire, cordon roya, et petit à petit on a amené ça, mais c'est la richesse, et je pense qu'on a un terroir de vieilles vignes aussi qu'il faut prendre en compte et qui est assez c'est intéressant. Il y a beaucoup de vieilles vignes à Rasteau, c'est l'une des particularités de l'appellation. Il y en a pas mal, oui, voilà. Oui, en effet. Alors, sur les vieilles vignes, il reste évidemment le Grenache, quelques Carignans, mais la Syrah qui a été implantée plus tard, elle est plutôt sur du cordon roya, elle est plutôt dans ce sens-là. On vous a servi un premier vin qui est le domaine de la buissonnade. L'idée de la dégustation, c'est d'avoir un panel assez large de ce qui peut se produire à Rasteau, avec différentes expressions de style, différentes expressions d'élevage, différentes expressions de terroir, de cépage, mais aussi de millésime, puisqu'on va se balader un peu dans le temps. On démarre avec le vin le plus jeune de cette sélection, un millésime 2021 qui était un millésime assez compliqué. Je crois que les vignerons en ont un souvenir. Alors, nous n'avons pas le producteur de Stéphanie et David Monnier qui représentent le domaine de la buissonnade, ils ne sont pas là avec nous, mais 2021, vous pouvez en parler. C'était un millésime assez rock'n'roll. Hein. Ouais, millésime assez compliqué parce qu'on a eu le gel au mois d'avril, ce qui fait que le départ a été beaucoup plus tardif parce que les vignes sont parties plus tard. Donc un millésime plus frais, mais au final, à la dégustation, on s'aperçoit que c'est un millésime plus dans la tendance, sur la fraîcheur et plus agréable, mais un peu atypique pour les vins de la région. Oui, alors moi je dois vous dire que j'aime en fait, on parle de millésime compliqué, on ne parle pas de mauvais millésime. Le gel a amputé une partie de la récolte, l'année n'a pas été facile, mais au final ce qui est rentré a été plutôt qualitatif. Et ce qui est important, je pense, au travers de ce millésime, c'est qu'on a une expression probablement d'un vin qu'on aurait produit il y a quelques années, voire quelques décennies, dans son expression. On a tendance peut-être à penser aujourd'hui que la norme, ce sont des millésimes comme 17, 18, 19, 20, qui sont des millésimes de grande chaleur, de grande sécheresse aussi. Et on voit un peu partout que dans le cadre de ces millésimes, on monte en alcool, on monte en puissance, on les devient de plus en plus charnus, on va en avoir. Mais 2021 apporte, je trouve, un souffle de fraîcheur assez intéressant. C'est un néologisme un peu barbare, mais il dit bien ce qu'il veut dire, de la buvabilité, comme on dit. Et je trouve que dans ce vin à 70% Grenache, 20% Mourvèdre et 10% Carignan, il y a quelque chose de digeste, il y a de l'élégance. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans cette cuvée, c'est de se dire que sur des rastos jeunes, qui ne sont pas des vins qui ont... je pense qu'en même temps, ils ont la capacité de vieillir quelques années sans aucun problème. Mais voilà, c'est pas des vins qui sont fermés, c'est pas des vins qui nous bloquent. Il y a tout de suite une gourmandise, une fraîcheur, un fruit très bien mis en avant par ce domaine. C'est un domaine qui fait, je crois, 25 hectares. Avec ça, on pourrait en parler. Avec Rasteau, en règle générale, des rendements qui sont très bas aussi. Oui, en effet, Rasteau, on est sur des rendements de 38 hectolitres par hectare, donc de par le cahier des charges. Mais là, je vois que ce sont des vignes de 30 ans. Oui, donc, on est sur un rendement à 27 hectolitres hectare, c'est peu. On est sur un rendement plus bas. Et quand on est sur des vieilles vignes qui ont 80, centaines d'années, ce que l'on trouve sur les Grenaches, on est encore parfois sur des rendements de 15 hecto-hectares. Donc là encore, une grande diversité au niveau ne serait-ce que des rendements. Alors, on voit que le parti pris de ce vin, évidemment, ça n'a pas été de l'élever de manière imposante, luxueuse ou tape à l'œil. C'est une vinification qui est assez habile, qui va dans le sens et du millésime et du fruit, pour garder justement ce côté croquant, ce côté frais, et se dire qu'à Rasteau, on peut aussi faire des vins de fruits à boire assez rapidement. Il n'y a pas forcément besoin de les mettre 10 ans en cave. Juste souligner que c'est leur première vinification à ce domaine. Donc, on peut leur dire un bravo pour leur première vinification aussi. Oui, c'est un premier coup. Alors, j'espère que ce n'est pas la chance du débutant et qu'il y aura derrière toute une série de grands millésimes. Mais en tout cas, c'est très prometteur et on est ravis de les présenter aujourd'hui. Alors, pour ce qui est du deuxième vin, présentez-nous un peu ce domaine des escaravailles et le vin qu'on a dans le verre.
Alors, donc je suis Madeleine Ferrand du domaine des Escaravailles. Je représente la 4e et nouvelle génération sur le domaine. Je travaille avec mes parents, mon grand-père encore. Et donc cette cuvée, Argila ad Argilam, veut dire de l'argile à l'argile. Donc nous, notre particularité, c'est qu'on se situe sur les hauteurs de Rasteau. On est le domaine le plus haut en altitude, donc autour de 320 mètres d'altitude. Et on a beaucoup d'argile, puisque c'est la particularité vraiment à Rasteau. Et là, on a choisi un élevage un peu différent en amphore pour justement mettre en avant la fraîcheur du vin et chercher un côté un peu plus éclatant, fruité. Donc on est sur 60% Grenache, 40% Syrah. C'est vinifié en cuve béton, mais simplement élevé en amphore. Et nous, on adore ce résultat. À la base, c'était censé être juste une partie dans un assemblage, et on a décidé d'en sortir, de la sortir à part entière, cette cuvée. Et le fruit est vraiment présent, des tanins un peu poudreux, le côté amphore, mais toujours. Alors c'est vrai que l'amphore, excusez-moi, mais l'amphore donne une texture au vin. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans de nombreuses régions. Alors c'est quelque chose qui est très à la mode, hein. C'est un contenant qui a plutôt le vent en poupe en ce moment, une alternative aux foudres, aux fûts de chêne, voire même aux cuves traditionnellement en inox ou en béton. L'amphore arrive un peu partout dans les domaines, quelles que soient les régions d'ailleurs, hein, de Bordeaux à Rasteau, en passant par la Bourgogne, on peut en croiser. La particularité, c'est qu'effectivement, ça donne le grain de l'amphore. Enfin, quand on passe sa main sur une amphore, il y a cette petite rugosité et qu'on va retrouver en bouche. Oui, c'est exactement ça. Pourquoi vous avez fait le choix de l'amphore ? En fait, avec d'autres vignerons de Rasteau, on est allé en Priorat, une région qu'on adore. Et on avait goûté des vins élevés en amphore, ces amphores-là. Et on a adoré, puis on a fait un convoi avec 3 vignerons de Rasteau où on a ramené les amphores d'Espagne, du coup. Les amphores font quel contenant ? Nous, on a choisi 1000 litres pour les grenaches pour avoir un peu moins de micro-oxygénation et 600 litres pour les syrahs, justement, un peu plus petits et plus d'échanges. Et l'idée aussi avec ces amphores, et on le voit bien dans ce vin, c'est de maintenir le fruit. Alors là, on est dans un millésime qui n'est pas 2021, 2020, millésime qui est plus riche, plus solaire, et en même temps, on arrive à garder énormément de fruits dans le vin. Oui, voilà, c'est ça. Après, on fait un élevage assez court de 9-10 mois pour garder le côté fruité, mais on ne veut pas trop pousser non plus. C'est une cuvée qui est plutôt confidentielle, petit volume. On est sur 5-6 000 bouteilles, ça dépend. Moi, je trouve ça très bon, je trouve ça très intéressant. Ça montre aussi, et c'est un peu l'idée aussi de ce rendez-vous, hein, de cette masterclass, de montrer la diversité et qu'il y a des choses qui bougent. Il y a une nouvelle génération qui arrive, comme un peu partout, qui se féminise, on est ravis, et qui a une vision différente. Vous avez changé beaucoup de choses par rapport à ce que faisaient les générations précédentes. Petit à petit, mais après j'ai la chance de bien m'entendre avec mon père, on est sur la même longueur d'onde, mais c'est vrai qu'on me le dit, les vins s'affinent un petit peu, on est un peu plus sur la fraîcheur, et voilà, c'est un peu ce qui me plaît. En ce qui concerne la récolte et la conduite de la vigne, là aussi, est-ce que par exemple, avec les étés chauds tels qu'on les connaît, je sais que dans un certain nombre de coins de la Vallée du Rhône, le sujet de l'irrigation devient une vraie question. Comment aujourd'hui vous regardez le réchauffement climatique et les étés qu'on traverse, même si 2021 était un peu à part? Alors personnellement, je suis plus de l'avis d'adapter la vigne au réchauffement climatique plutôt que d'apporter l'eau, parce qu'on serait totalement tributaire. Nous, là où on est situé, c'est assez compliqué, on n'a pas l'accès à l'eau, donc tout simplement la question ne se pose pas. Mais je pense qu'il faudrait faire un travail sur le cahier des charges, changer les cépages. Nous, à l'époque, on avait des mourvèdres. Sur les hauteurs, on n'arrivait pas à les mûrir. On a fini par tout arracher. Et là, l'année dernière, on a recommencé à planter des mourvèdres parce qu'on se dit que pour l'avenir, ça fera bon, quoi. Le troisième vin qu'on vous présente, c'est encore un vin féminin, si l'on peut dire, puisque c'est Élodie Balme, qui n'est pas avec nous, elle non plus, qui, elle, dans le même millésime, propose une lecture un peu différente. D'abord, l'encépagement n'est pas le même, puisque là, on va retrouver 4 cépages dans cette cuvée, hein, Grenache, Syrah, Carignan et Mourvèdre. Donc c'est une expression encore différente de l'appellation Rasteau, dans un vin qui a beaucoup de puissance, beaucoup de structure, avec des choix d'élevage qui sont là aussi différents, puisqu'il n'y a pas d'amphore,
mais un élevage très traditionnel en cuve béton, et un petit peu de fuit et de demi-mouille. Élodie, c'est un souffle nouveau aussi hein, sur l'appellation Rasto, j'imagine que vous la connaissez. C'est quelqu'un de très dynamique qui amène elle aussi une vision de fraîcheur, de modernité. Finalement, l'enjeu aussi pour toutes ces appellations, c'est d'arriver à aller conquérir un public plus jeune et peut-être de conquérir justement des lieux de consommation différents que ceux qu'il y avait traditionnellement. Maintenant, on sent, comme vous le dites très bien, un souffle nouveau grâce à la nouvelle génération qui arrive. Et malgré le réchauffement climatique, certainement de par différents systèmes de vinification, peut-être d'assemblage aussi, à avoir des vins sur une belle fraîcheur. Et c'est vrai qu'on a des terroirs qui le permettent, maintenir une belle acidité. Et on est vraiment sur des vins gourmands qui sont très agréables à partager sur beaucoup de mets différents. Donc c'est important que la nouvelle génération soit consciente et maintienne ce cap pour l'avenir, puisqu'il faut que le vin soit effectivement un vin plaisir. Je précise qu'on a ouvert tous les vins il y a à peu près 1 heure. On ne les a pas carafés de manière à ce qu'ils puissent prendre l'air aussi dans votre verre. Moi j'aime bien les voir évoluer à ce moment-là. C'est sûr que sur un vin comme celui-ci, un passage en carafe, même 2 heures à l'avance, poserait strictement aucun problème, permettrait peut-être encore de l'ouvrir davantage, mais vous allez voir dans le verre, en le remuant, il va retrouver un peu plus d'allance, peut-être un peu plus de fraîcheur encore, revenir sur son fruit. Parce que là, on est dans des vins qui sont très très proches de leurs fruits, et c'est ce qui est intéressant. Tout à fait. Et c'est vraiment le fruit que l'on veut mettre en avant. Et quand vous parliez de carafer les vins, il nous arrive parfois d'avoir des bouteilles qui ne sont pas terminées et que l'on déguste le lendemain, voire le surlendemain, et ils ne sont que meilleurs. Oui, c'est rare quand même, hein, je vous rassure, que quand une bouteille est entamée, en général, on la termine. Les degrés d'alcool, on est obligé d'en parler un peu. Là, on a un vin qui est à 15 degrés d'alcool. On constate que ça monte, ça monte, ça monte. Mais finalement, c'est des vins qui trouvent aussi leur équilibre. Voilà. C'est ça. L'alcool, il est là. Bien sûr, c'est une donnée technique. Mais ce qui est important, c'est le ressenti. C'est comme la météo, le froid et le ressenti du froid. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que vous avez des degrés, oui, quand on le met maintenant sur la contre-étiquette, les gens dégustent les vins, les aiment beaucoup. Quand ils regardent le degré, ils sont affolés. Mais ils n'ont pas du tout senti ce degré alcoolique parce que l'on a des vins équilibrés. C'est ce qui est important en fait. Peu importe le degré, l'important c'est l'équilibre au niveau de la structure, des tanins, de l'acidité, de la charpente. Et si vous avez un vin équilibré, l'alcool ne gêne pas. Et là, en tout cas, ça l'est. Et c'est probablement aussi, on va avoir l'occasion d'en reparler, une réflexion à avoir sur la date des vendanges, la fenêtre de tir, comment on préserve cette structure fraîche et sans basculer dans le côté un peu chocolaté, un peu confit qu'on a pu avoir parfois et qu'on peut encore trouver de temps en temps, mais ce qui est important, c'est de garder la fraîcheur. Et puis en parlant de fraîcheur, on va goûter 2019. Alors là aussi, c'est un millésime pourtant Très qui était ensoleillé généreux. et très chaud. Effectivement, 2019, une année torride au niveau des températures de l'été et des vendanges, parce que c'est vrai que même pendant les vendanges, on a eu de fortes températures. Donc le résultat, on a un vin qui est relativement tannique. Quand on sortait d'un 2018 qui avait beaucoup de rondeur, 2019 était lui un petit peu plus difficile à déguster. Il commence maintenant à s'arrondir. On est sur là en l'occurrence, donc c'est le vin de notre propriété familiale, le domaine des Girassols, donc l'arbre de vie, qui est un assemblage de nos 5 cépages sur une base de Grenache, Syrah, Mourvèdre et un petit peu de Cinsault et de Carignan. Donc la Syrah est vinifiée à part. Et ensuite, par contre, les autres cépages sont co-fermentés et c'est seulement avant la mise en bouteille que l'on va ajouter la Syrah à l'assemblage suivant dégustation. Et c'est élevé en cuve uniquement, il n'y a pas du tout de passage en bois. C'est une tendance aujourd'hui au sein de l'appellation d'aller rechercher des élevages qui ne marquent pas les vins, d'éviter les bois et neufs, d'éviter les choses qui rajouteraient encore
de la sucrosité au sucre, si on peut dire, ou à la puissance? Je ne sais pas si c'est une tendance, puisque si je me fie à ce que faisait papa en 79 quand il a démarré, il était tout en cuve béton, donc on a un système de vinification par gravité, et ce sont des cuves en béton. Donc déjà depuis 50 ans, on vinifie dans du béton. C'est vrai que le bois, ça n'est pas quelque chose que l'on recherche. En tous les cas, pas pour nos grenaches. C'est vrai que la Syrah supporte tout à fait le passage en bois, mais pour nos grenaches, on aime bien garder la fraîcheur, le fruit, dans un élevage en cuve. Alors, la grenache amène la structure du vin, elle est généralement majoritaire. La Syrah donnerait plutôt le petit peps, le côté un peu épicé, le côté couleur, un peu les plus tanins. juteux avec les tanins. Le Mourvèdre, Le côté épicé, poivré le également. côté épicé poivré. Et la structure. Et alors, le Carignan et le Cinsault, là pour le coup, c'est les petites épices qu'on C'est rajoute. ça, exactement. Vous le dites très bien. C'est ce que je décris. C'est comme un chef cuisinier qui va s'amuser à apporter des épices à sa façon. Et c'est vrai que le Cinsault apporte beaucoup de finesse au vin, surtout que là, on est sur des Cinsaults qui ont 50 ans d'âge. Et le Carignan, c'était sa dernière année. On l'a arraché depuis parce que là, on était sur des Carignans de 70 ans. Et le Carignan, là, c'est vrai que quand il a ces âges-là, il apporte effectivement une bonne structure, une ossature au vin. Pourquoi faire de la cofermentation et non pas les travailler à part? C'est parce qu'on a des petits pourcentages de ces cépages. Par exemple, le Cinsault, on n'en a pas beaucoup, le Carignan non plus, et on n'aurait pas assez pour faire un volume dans une cuve. Donc ça cofermente, et comme on est d'un vignoble d'un seul tenant, très rapidement on peut aller chercher les différents cépages et les amener dans la cuve. À quel moment vous aimez les boire vos vins? Parce que c'est toujours une question évidemment récurrente qu'on nous pose. Il faut les ouvrir quand? Est-ce qu'il faut les garder? Est-ce que je dois les garder un peu, beaucoup, longtemps? Évidemment, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il en faut pour tous les goûts. Il y en a qui préfèrent les vins jeunes et d'autres les arômes des vins beaucoup plus évolués. Vous conseillez à quel moment vous aimez boire vos vins? Et je vous poserai la question aussi, tiens. Alors, je les aime quand ils ont entre 4 et 8 ans. J'aime à dire effectivement quand un client me demande combien de temps je peux les conserver, je leur dis jusqu'à demain soir, parce que n'importe comment, à partir du moment où on a mis le vin en vente, c'est qu'on considère qu'il est prêt à être bu. Après, c'est tellement personnel. On a la chance d'avoir des vins, et vous allez le voir aujourd'hui avec la dégustation, en dégustant des vieux millésimes. Les Rasteaux vieillissent effectivement merveilleusement bien. Donc c'est propre à vous. Comment est-ce que vous aimez votre vin? Et encore une fois, vu que c'est un vin plaisir, faites-vous plaisir et buvez-le au stade où vous l'aimez, puisque à un moment ou à un autre, il va évoluer. Alors, donc là, 2019, il va avoir 4 ans cette année. Oui. On commence à desserrer un peu les tanins. On commence à. Ça commence. On garde toujours le fruit très présent. On est toujours dans cette première aromatique de vie, j'ai envie de dire, sans basculer, mais tout en assouplissant un peu la structure. C'est ça. Et nous avons également dans cette cuvée un 2018 qui, je considère, est vraiment à une très très bonne maturité maintenant, alors que 2019, il est effectivement un petit peu plus tendu, là encore, par rapport à la sécheresse du millésime. Je vous posais la question aussi pour la garde des vins et votre vision par rapport au moment d'ouverture idéal. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, donc il n'y a pas de règle générale. Mais pour moi, le facteur le plus important, c'est le millésime. Et en fonction de la cuvée, parce que du coup, un millésime 19, pour moi, ça va se garder un peu plus longtemps parce qu'on est sur des tanins plus serrés, plus durs. Un 2020, comme la cuvée qu'on présentait, c'est beaucoup plus sur le fruit, plus accessible. Donc il y a beaucoup de facteurs, mais voilà, suivant les pourcentages de Grenache, Syrah, de Mourvèdre. Mais moi, je suis plus style fruit, un peu la jeunesse, mais on gagne aussi beaucoup de complexité avec du temps, de l'âge. Donc il n'y a pas de règle. Et alors, en matière de service, nous, afin que tous les vins puissent être lus à peu près de la même manière, on les a ouverts il y a 1 heure pour les laisser tranquillement venir à l'herbe. Est-ce que vous les carafez? Est-ce que vous les ouvrez très longtemps à l'avance? Parce qu'il y a plein de protocoles de service aux dégustations qui peuvent s'adapter et fonctionner. Je préfère carafer un vin jeune pour justement faire ressortir encore plus le fruit, plus qu'un vin vieux, parce que j'aurais peur de le gâcher, entre guillemets. Mais au-delà de ça, vraiment, le plus important pour moi, c'est la température de service.
Enfin, je pense que ça allait être Oui, le sujet alors, ensuite. c'est un sujet. Alors ça me permet de passer un petit message personnel à tous nos amis restaurateurs. Il faut pas oublier que le vin rouge ne se sert pas chambré dans un restaurant où il fait 20 degrés. Et surtout des vins de ce type-là. Et malheureusement, que ce soit à Paris ou ailleurs, je me retrouve de plus en plus contraint de demander des seaux à glace pour mettre le vin rouge. On me regarde parfois avec des yeux un peu exorbités en se demandant si je suis pas fou. Mais c'est clair que quand on est dans un restaurant dans lequel l'ambiance est à 20, 21 degrés, et en été parfois bien plus, et qu'on voit les bouteilles qui sont rangées à l'extérieur sur les étagères, qu'on vous la porte et que le vin est tiède, il n'y a rien de plus désagréable, surtout a fortiori avec des vins comme ça qui ont des degrés d'alcool quand même un peu élevés, et les tombées de 4, 5, 6 degrés parfois, il ne faut pas hésiter à les servir à 14, 15, sachant que même quand on va le mettre dans le verre, il va reprendre tout de suite 1 ou 2 degrés. Mais ça change complètement la physionomie de ces vins qui ont besoin de fraîcheur, qui, pour avoir ce croquant, pour avoir cette buvabilité, digestibilité, comme je disais, ont besoin d'un peu de fraîcheur et certainement pas de température trop élevée. Je pense que l'histoire de la température, c'est un vrai sujet aujourd'hui qui, je trouve, n'est pas assez abordé dans la restauration. Ça vaudrait peut-être le coup un jour de faire une masterclass là-dessus pour démontrer à quel point un même vin servi à 2, 3, 4, 5, 6 degrés d'écart change complètement de structure et de format, on ne le retrouve plus. Et donc l'importance de la température, sur les vins blancs évidemment personne n'en doute, sur les rosés non plus, mais sur les vins rouges aussi, il faut être très attentif et pas hésiter, pourquoi pas, à mettre la bouteille un peu au frigo. Oui, tant que le glaçon n'est pas dans le verre et que la bouteille est entourée de glaçons, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Le 5e domaine, c'est le domaine de Pisan. Alors le domaine de Pisan est un domaine qui appartient à la cave coopérative. C'est ça, que j'ai cité tout à l'heure, tout à fait. Donc ce vin, il y a quelques années, une quinzaine d'années, on avait racheté ce domaine, pardon. Et derrière, on a mis en œuvre pour quelque part démontrer qu'une cave coopérative est aussi capable de faire des vins de gastronomie aussi. Et donc c'est une belle réussite, on en est très fiers. Et du coup, c'est un vin qui est exposé en altitude, enfin un des plus hauts sur notre commune, quoi, aux alentours de 250 à 300 mètres d'altitude. C'est une sélection, alors pour que les choses soient bien claires en ce qui me concerne, je ne suis pas l'onologue de la cave coopérative, je suis simplement l'ambassadeur au niveau de la cave, et donc techniquement je pourrais pas répondre à certaines questions. Donc moi c'est l'amont surtout, c'est le côté terroir, tout ça que je connais bien. Voilà, donc pour moi c'est une belle réussite de prouver aussi. Donc là on est en 2016, donc c'est quand même un millésime qui est déjà pour moi bien, mais qui peut encore s'améliorer avec le temps. Alors là encore, c'est encore une autre vision de l'élevage, puisque là on est sur un élevage en barrique. Donc on voit vraiment qu'au sein d'une même appellation, il y a un nombre de partis pris d'élevage et de vision qui est très large. Très large, exactement. Ben ça, après, c'est des décisions que prend, en tout cas pour nous, c'est pris collectivement, en concertation avec l'onologue, le commerce, etc. Différemment de mes amis qui eux sont indépendants et voient une façon différente. Mais nous, on a en tout cas, on est très ouvert à une politique de faire des choses différentes et d'amener un plus. Si on peut, avec la chance qu'on a, c'est d'avoir aussi une multitude de terroirs. Le fait d'être là, on va dire, de représenter un tiers de l'appellation, ça veut dire qu'on a un tiers des terroirs, quelque part. Et ça nous aide aussi pour faire des assemblages intéressants. Vous parliez tout à l'heure de l'altitude, c'est aujourd'hui un point fort de l'appellation que d'avoir ces terroirs un peu plus élevés. Oui, tout à fait. Pour plusieurs choses, déjà ne serait-ce que pour le gel en 2021, ça s'est arrêté vraiment à la hauteur qu'il fallait pour sauver 80% du vignoble, parce que sinon ça aurait passé. Donc ça c'est un truc qui est contre-intuitif, que les vignobles les plus hauts et le moins gelés. Il faut nous expliquer pourquoi. Sûrement que le courant d'air a été très bas et est venu et s'arrêter comme une ligne droite au niveau
du bas de la commune, quoi. Et c'était flagrant. Donc après, je pense qu'il y a de l'air aussi. Quand on monte un peu, il y a toujours un petit peu d'air qui fait que le gel ne peut pas se généraliser ou être vraiment vif. C'est ce qui nous sauve bien souvent sur les maladies aussi. Enfin voilà, le terroir est quand même assez très intéressant pour tous ces côtés-là. Et ça ramène aussi une forme de fraîcheur, j'imagine, puisque là, pour le coup, en été, où plus on monte, au moins il fait chaud. Oui. C'est une certitude. Ça aide. Bon, après, il y a les galets qui chauffent aussi. Donc, mais on a des marnes, on a des sols tellement différents que je pense qu'avec tout ça, on arrive à faire quelque chose de très équilibré et c'est très bien. En 2016, joli millésime, hein, Oui. assez classique. Oui, on reste dans le classique, dans ce qu'on fait et ce qu'on sait faire, surtout en essayant toujours d'être plus performant. Mais oui, moi en tout cas, c'est des vins, contrairement à Madeleine, qui préfèrent peut-être des vins un peu plus jeunes, un peu plus. Moi, je suis plus pour des vins un peu plus aboutis, un peu plus vieux, quoi. Voilà. J'ai besoin de. En tout cas, il est en pleine forme. Ouais. Pour un 2016, lui a commencé à basculer légèrement dans sa seconde vie aromatique. Voilà, on arrive vers des notes un peu plus olive, un peu plus garrigue. Ça vient chercher un côté voilà, moins fruité, primaire, avec une complexité de bouquet qui commence à s'ouvrir. Les épices aussi qui sont là. Oui, évidemment, on retrouve tout ça, oui. Après, c'est comparé. Bon, nous, on est obligé de faire. C'est quand même une vie à 150 hectos. Hein, c'est ce que représente la cuvée Pisan. Donc, pour une cave coopérative, c'est 150 hectos. Donc, c'est de la haute couture pour une cave coopérative. Cave coop, on est déjà obligé d'être dans une certaine rigueur sur l'assemblage, voilà. Mais bon. Alors, il y a un point qui me semble aussi important parce que finalement, c'est un peu le nerf de la guerre partout, c'est les prix, on est obligé d'en parler. Rasto est une appellation dans laquelle, pour l'instant en tout cas, les prix des vins restent extrêmement raisonnables. Vous allez peut-être pouvoir nous donner un ordre de prix de la cuvée qui est présentée. On n'est pas sur des délires. En ce qui concerne notre arbre de vie 2019, donc on est sur 17,60 la bouteille. Prix particulier. Ouais, donc 7, voilà. Nous, on est à 13 €. Voilà. Voilà, donc c'est la démonstration quand même que en France et dans des appellations qui ont aujourd'hui une belle réputation des crus de la vallée du Rhône, on peut avoir des vins qui vieillissent, de gastronomie, avec un spectre de complexité intéressant, à des prix tout à fait raisonnables. 13 € pour un vin de ce niveau-là, avec cette évolution-là aussi, ça reste une belle affaire. Ben oui, écoutez, moi je peux que vous remercier de ça, mais c'est vrai qu'on essaye aussi d'être raisonnable sur ça, quoi, sur ces prix, etc. On fait d'autres millésimes, on fait d'autres cuvées, donc voilà, il faut rester. Aujourd'hui, on en est là, quoi. On reste raisonnable. Cette tarification raisonnable qui est un atout, il n'y a pas de raison pour que demain à Rastos, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de voilà, on devrait maintenir ça. Oh oui, je pense, même si on peut petit à petit grandir nous aussi sur ce fait-là, on le fera, quoi. Oui, bien sûr, mais on est bien sur ces prix-là, non, Françoise? Je pense que ça rémunère tout le monde. Et on parle beaucoup de crise viticole dans la vallée du Rhône, on parle de crise viticole à Bordeaux, dans un certain nombre de régions françaises. Rasto, pour l'instant, n'est pas menacé de quoi que ce soit, tout va bien. Tout va bien, je passe la parole à Jean-Pierre. Si, tout va bien, allez, on va rester positif, évidemment. Si, on reste toujours attentif sur notre production et nos ventes, essayer que ça soit en adéquation. Après, le prix de vente moyenne de Rasto, c'est entre 10 et 15 €. Et après, vous avez des bouteilles jusqu'à 35, je crois, les plus chères. Donc voilà, on essaye d'adapter notre production à la commercialisation. C'est pas toujours facile, mais c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de l'appellation. Alors, autre démonstration du potentiel de garde des vins de Rasto, ce domaine Michael Boutin, millésime 2015, grand millésime aussi, un millésime classique et de garde dans l'appellation, pour un assemblage qui reprend là les 5 cépages.
un vin qui, là aussi, je trouve, est d'une admirable tenue et complexité. Franchement, un Rasto qui pourrait se mêler dans une dégustation à l'aveugle à quelques vins d'appellation plus cotés, pourrait-on dire. À mon avis, il rougirait pas. Hein. Oui, après, on voit à l'appellation dont vous faites référence, mais souvent on nous dit ça, quoi, que nos vins, pas toutes les cuvées, mais certains cuvées de ces appellations, on rivalise, quoi. C'est notre fierté. Alors, personnellement, moi, c'est un stade auquel je les aime bien. Je trouve que là, on rentre vraiment dans quelque chose de complexe et d'ouvert, et un vrai vin de gastronomie aussi, peut-être un peu plus élaboré. Il faut toujours voir le vin à table. C'est vrai que, quelle que soit la cuvée, elle n'est jamais élaborée pour finir au fond d'un crachoir. Elle est quand même élaborée pour être bu à table, partagée et faire un grand repas. Il n'y a pas de grande gastronomie sans vin, et il n'y a pas de grand vin sans la gastronomie qui va avec. Et c'est vrai que là, on est sur quelque chose qui s'impose à table, évidemment, avec des plats pas forcément extrêmement compliqués, mais avec quelque chose qui tienne en face. Oui, après, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un vin, c'est fait pour être partagé, quoi. C'est un peu le slogan de notre appellation. C'est une appellation de partage où tous les membres de l'appellation, dès qu'il y a des événements qu'on organise, tout le monde est là pour donner la main. Et voilà. Et nos vins, je pense, nous représentent bien. On va déguster votre vin maintenant, et c'est le plus vieux de la dégustation. Non, c'est pas le plus vieux de la dégustation. En tout cas, en sec, c'est le plus vieux de la dégustation, puisqu'on terminera par un VDN un peu plus ancien. C'est le millésime 2012. Alors, présentez-nous votre domaine et expliquez-nous pourquoi aussi le choix de ce 2012. Alors, le domaine, c'est le domaine Grand Nicolet, un des plus vieux domaines de l'appellation, créé en 1926 par le grand-père, mon beau-père. Moi, j'ai pris la suite de mon beau-père, de son frère. Et moi, je suis pas originaire du tout de la région de Rasto, mais je suis tombé amoureux de la région et puis d'une fille de Rasto. Et je suis arrivé en 1987 et je suis jamais reparti de Rasto. Donc voilà. Alors la cuvée, c'est cuvée vieille vigne, c'est la cuvée représentative du domaine. 60 Grenache, 25 Syrah, 15 Mourvèdre. Les Syrah, une partie des Syrah sont passés en barrique de 2-3 vins. Après, on fait des vinifications avec des faibles rendements. Nous, on a beaucoup de vieilles vignes qui va jusqu'à 100 ans pour certains grenaches. Donc des petits rendements, ça fait des vins, on va dire, un peu plus tanniques sur la jeunesse. Et après, moi j'aime les vins mes vins à partir de 5-6 ans, quoi. Et après, j'ai pris 2012. Pour moi, c'est une très grande année dans l'appellation. Et dans la vallée du Rhône, je pense. Et voilà, c'est pour marquer l'évolution, voilà, de voir ce que un vin de 10 ans peut faire sur l'appellation Rasto. Et en ce moment, dans la terre, on trouve, je crois, des petits champignons noirs assez parfumés. Il y en a pas très loin, le Rasto. Et il y en a un peu dans le verre aussi. Hein. Oui, il y en a un peu dans le verre. Il y en a même à Rasto. Hein. Vous avez à côté de moi un des plus grands producteurs de l'appellation de ces petits champignons noirs. Et la prochaine fois qu'on vient, on viendra avec quelques truffes et on fera une omelette comme ça. Je crois qu'on va prendre rendez-vous. Il paraît que c'est pas une très bonne année à truffes. Oui, en effet, tout à fait. Oui, on est bien d'accord. Hein. Il y a vraiment un rendement qui est plus que faible, voire inexistant, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Mais bon, on arrive toujours un peu à en trouver quelques-unes. Mais c'est vrai que c'est assez. En tout cas, se marie bien avec notre vin. Il n'y a pas de souci. Avec les vins, quand ils commencent à atteindre ces niveaux de maturité, et c'est vrai que la truffe, elle est dans le verre. Là, il y a des arômes de truffe assez marqués. Et on pourrait assez bien imaginer une association, je pense, qui marche bien. Une petite question technique qui m'intéresse. C'est une vinification en raisin entier, non égrappé? Non, 80% du raisin est égrappé.
Parce que sur la fiche, on avait marqué raisin entier, mais la majorité était grappée. Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui à Rasteau, la vendange entière ou pas, ou est-ce que je pense que la grande majorité des vignerons est grappe aujourd'hui, et pourquoi ne pas introduire un peu plus de vendange entière, comme ça se fait dans certaines régions, notamment à Châteauneuf-du-Pape, pour ne pas le citer, ou même dans le nord de la Vallée du Rhône, hein. On a égrappé parce que je pense qu'on égrappe pour enlever les rafles qui sont pas mûres. Après, moi, je garde un peu de rafles à la fin. C'est justement des rafles sur le grenache un peu plus mûres et qui permettent aussi, voilà, d'apporter un plus dans la vinification. Après, enfin, pour moi, c'est pas un problème. Ça fait partie, pour moi, une vinification, c'est un peu de la cuisine et ça fait partie d'un des éléments qui nous permet de faire un vin différent. Je voudrais faire tourner le micro sur cette question de vinification et de vendange entière, qui est quelque chose de très à la mode, on en entend beaucoup parler, et notamment comme un effet qui permet de contenir un peu les degrés alcooliques, oui, et de calmer un peu l'ardeur des vins. Oui, oui. Et là encore, je vais citer Papa en exemple, puisqu'on avait un système de vinification par gravité. Dans les années 80, quand on a commencé à faire du vin, c'était tout en macération semi-carbonique, donc on était tout en vendange entière. Et ça évitait aussi l'échauffement des cuves parfois. Par contre, il faut vraiment vendanger quand la maturité de la rafle est à son optimum. Et parfois, quand elle est à son optimum, ça veut dire aussi que du coup, les degrés sont plus hauts. À l'heure actuelle, où effectivement, on a une tendance à avoir des degrés plus importants, le fait d'enlever la rafle, elle n'est pas toujours mûre à ce moment-là, mais le raisin est mûr, mais pas forcément la rafle. Et on a des vins qui sont plus tanniques. Donc là, c'est vraiment un choix de vinification. Nous, ce que l'on fait parfois, c'est quand on a des rafles bien mûres sur nos grenaches, on va mettre les raisins non éraflés en bas de la cuve, et puis ensuite, on va érafler certains cépages. Et là encore, chaque année va être différente. Il n'y a pas vraiment de règles. Il ne faut pas se tenir à une recette qui se duplique. Chaque année, c'est une remise en question. Chaque année est une année nouvelle, et les réponses aux questions que l'on avait ne sont pas les mêmes. Donc chaque année, on a une recette différente, des moyens de vinification différents en fonction du millésime et aussi, bien sûr, du vin recherché. Oui, peut-être votre point de vue aussi. Je pense que Françoise a bien résumé. Pour mon expérience, j'ai pas énormément de recul puisque je vinifie seulement depuis 2018, mais c'est vraiment lié au millésime et au style de vin qu'on veut faire. Parce que justement, raisin trop mûr, rafle bien mûr aussi, mais problème de l'équilibre. Il faut vraiment bien le doser, quoi, parce qu'après on peut avoir de la rafle justement pas mûre, trop vert. Donc, Et puis la rafle ne se comporte pas de la même manière suivant les cépages, c'est-à-dire que la rafle de la Syrah est probablement un peu plus facile à travailler que de la rafle de Mourvèdre ou de Grenache, qui ont des caractères plus végétaux et un peu plus variétaux. Il nous reste un dernier vin à goûter, et là, donc l'une des particularités de Rasteau, c'est de produire du vin doux naturel. Qui en produit ici du VDN? Ah ben voilà. Tous un petit peu, oui. Voilà, donc dans les différentes couleurs. Le VDN, qui est un vin muté, hein. C'est le domaine du Trapadi, qui est un domaine emblématique de l'appellation Rasteau, très vieux domaine connu pour ses vins doux naturels, mais pour d'autres vins bien évidemment. Justement, la particularité, je crois que c'est la proportion de vin doux naturel dans l'appellation Rasteau, c'est tout petit, 5% à peu près. Mais c'est quand même quelque chose à maintenir, c'est une signature. En fait, c'est vraiment l'essence de notre appellation, puisque c'est grâce au vin doux naturel qu'on a accédé au cru. Parce que dans le cahier des charges, du coup, on avait des vieilles vignes de Grenache, on les a maintenues, parce que pour pouvoir faire du vin doux naturel Rasteau, il faut des vieilles vignes dédiées. Et donc, c'est l'identité de l'appellation. Voilà, on ne prend pas des vignes classiques de Rasteau en disant tiens, ça va faire des vins doux naturels. C'est vraiment des vignes qui sont en permanence dédiées à cet exercice. C'est ça. Nous, par exemple, quand on fait du vin doux naturel, on sait qu'on a nos secteurs, on n'en a pas beaucoup, et on les garde
il faut faire une déclaration d'abord pour dire voilà, j'ai l'intention de produire du vin doux naturel. Et si les conditions climatiques le permettent, on peut en faire ou pas. En ce qui concerne le mutage, vous procédez comment? Il y a une réglementation là aussi, on ne mute pas comme on veut, avec ce qu'on veut. Ah non, on fait pas ce qu'on veut. Non, c'est un mutage à l'alcool vinique, donc c'est l'alcool neutre de raisin qui est qui est à 96%. Et en fonction du mou de raisin que nous avons, il y a un calcul à faire pour savoir justement combien on va avoir besoin d'alcool neutre. Et pardon, entre 5 et 10%. Voilà, pardon. Et ensuite, pour le coup, là, ce sont des vins qui vieillissent extrêmement bien, puisqu'ils sont et protégés par leur sucre, et protégés par l'alcool qu'on y a rajouté. Bon, c'est un peu l'esprit des Portos, hein. Évidemment, le mutage a été inventé par les Anglais d'ailleurs, pour les vins de Porto, qui s'est ensuite répandu et qu'on utilise dans un certain nombre de régions françaises, assez rares d'ailleurs à produire des VDN. Vous en êtes fiers, j'imagine, à Rasto, d'avoir toujours cette histoire? Oui, ça devient des vins de niche, mais on a une grande offerte à en faire. On ne veut pas arrêter, surtout. On a la chance de pouvoir produire 5 vins doux différents, un blanc, un grenat, c'est ce qu'on goûte, il me semble. Oui, absolument, ça, voilà. Grenat, oui. Blanc, rosé, grenat et ambré et tuilé. Avec voilà. À chaque fois là aussi des utilisations gastronomiques différentes. Voilà, oui, des particularités de vin, de l'élevage différent, mais voilà, ça apporte une palette de vins grandiose. De toute façon, les vins doux sont grandioses. Oui, qu'on utilise sur les fromages, ça marche remarquablement bien. Sur un certain nombre de desserts aussi, évidemment. Sur le chocolat. Oui, mais même on travaille avec des restaurateurs qui arrivent à établir des plats qui se marient très bien avec les vins doux. La cuisine un peu type asiatique va bien avec nos vins doux aussi. Millésime 2006, donc là pour le coup on a un vin qui arrive gentiment à sa 20e année. Bon, c'est une évolution douce, lente, tranquille, et là aussi on rentre dans un registre aromatique assez intéressant. Oui, après on a une palette fantastique, plus nos vins doux vieillissent. Après on a, comme vous disiez tout à l'heure, on a de la chance, j'espère qu'un jour vous avez déjà eu la chance de déguster des vins doux de plus de 50 ans. C'est quelque chose de fabuleux, quoi. Donc n'hésitez pas à en consommer, en faire consommer, en acheter, à les garder, les boire jeunes. Voilà, c'est l'intérêt des vins doux aussi. Et puis l'année prochaine, on sera peut-être là pour faire une grande masterclass sur nos vins doux, parce qu'on va fêter nos 80 ans. Quels sont les enjeux à venir alors pour Rasto? Quel est votre... si on se tourne un peu vers les mois ou les années qui viennent, quels sont les chantiers ouverts à Rasto? Alors, le chantier qui va arriver très récemment, on est en train de modifier un peu notre cahier des charges pour les vins rouges pour incorporer un peu plus on appelle ça des cépages secondaires autres que Syrah, Grenache et Mourvèdre, pour avoir un pourcentage un peu plus élevé pour diminuer nos alcools et avoir encore une palette aromatique un peu plus importante. Et le deuxième chantier qui sera un peu plus long terme, c'est d'avoir un cru en blanc. Voilà. Donc là, vous viendrez nous revoir avec des blancs. Exactement. Partout, il y a une inflation des degrés alcooliques. Il y a une recherche aussi, une réflexion qui est menée sur la manière de baisser ou en tout cas d'essayer de limiter ça. Je pense qu'il y a des solutions, ça va venir, et je pense que à Rasto comme ailleurs, on réfléchit probablement à jouer peut-être sur des encépagements un peu différents, le travail au niveau du foliaire, la maturité. J'imagine que c'est une réflexion. Oui, c'est vrai qu'on commence à parler un petit peu de ce que l'on peut faire dans les vignes, mais après, il faut voir le coût que cela représente et est-ce que les caves peuvent supporter ce coût supplémentaire. En ce qui nous concerne, on a quand même la chance d'être sur un assemblage de cépages. On a certains cépages qui ne sont pas aussi alcooleux que le grenache. Donc après, il faut que chaque cave, effectivement, arrive à s'harmoniser. Le but, c'est quand même la qualité du vin. Je vais quand même revenir sur l'équilibre parce que si l'on vendange des raisins pour avoir des degrés plus faibles mais qui ne sont pas à maturité, nous n'aurons pas la qualité des vins que l'on a. Il me semble que peut-être on consommera moins de ces vins-là, c'est-à-dire qu'au lieu de boire la bouteille à 2, on mettra 2 jours pour la boire.
Je ne sais pas, mais en tous les cas, à notre niveau, on n'a pas grand-chose à envisager pour l'instant, à part de continuer à travailler sur l'assemblage au niveau des cépages, parce que qui dit nouveau cépage dit arrachage, plantation. Une vigne produit des vins de qualité quand elle a 10-15 ans. Donc vous imaginez que ça peut changer complètement le type du vin. Donc c'est vrai que concernant ce problème-là, j'ai pas vraiment de réponse, à part de continuer à jouer sur la qualité, l'équilibre du vin. On peut être un peu surpris parfois de voir le degré affiché sur l'étiquette. C'est un sujet, en tout cas. Je pense que sûr. c'est aussi vraiment un problème d'éducation. Il faut savoir, enfin, ok, il y a le degré sur l'étiquette, mais il faut savoir déguster et savoir que voilà, il n'y a pas que le degré qui est important. Mais par exemple, l'année dernière, 2022, on sait tous que ça a été une année très chaude et la plus chaude de l'histoire. Donc moi, tout le monde me disait, ah alors les vins cette année, ils vont avoir des degrés énormes, ça va être la pire année. Et pourtant non, parce qu'il faut adapter à la vigne déjà. Justement, on parlait du foliaire. Un peu plus de feuilles pour protéger les raisins, pour que justement il n'y ait pas trop de coups de chaud. Il y a eu aussi pas mal de blocages parce qu'on pense que vu qu'il fait très chaud, les degrés vont monter et jamais s'arrêter, mais pas du tout. Il y a quand même eu des blocages de maturité. Et la pluie a aidé justement au mois d'août à repartir. Mais au final, on retrouve, enfin, l'écho des caves 2022, le millésime est très frais, très bel équilibre. Voilà. Alors qu'on s'attendait à quelque chose de lourd, opulent et pas du tout. Donc je pense qu'à la vigne, c'est important de s'adapter. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Merci d'être venu vous voir. Merci de ces jolis vins. Et en espérant que ça vous aura donné envie de retourner à Rasteau pour ceux qui y sont allés, d'y aller pour ceux qui n'y sont jamais allés. Je pense que vous serez bien accueillis. Vous avez en tout cas quelques belles adresses à aller visiter.